Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les récentes déclarations du président de la Commission électorale nationale indépendante sur les reports des élections, les pistes de solutions des sorties des crises, la dépréciation du franc congolais, autant de questions qui seront abordées dans votre magazine Le Point, qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Henri Mutombo. Il est cadre de l'ECID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, un parti membre du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, et il est aussi écrivain, chercheur en fiscalité et ressources humaines. Bienvenue, Monsieur Henri Mutombo. Bien, merci beaucoup, Monsieur Alain Boma. C'est un réel plaisir de me retrouver encore une fois. Comme d'habitude, comment va le parti ECID? ECID se porte très bien, autant que son leader, également son président. Et voilà, nous sommes un parti, nous luttons évidemment pour que l'alternance pacifique puisse avoir lieu dans ce pays par les valeurs que nous prônons au travers de la mission de notre parti et aussi de notre vision. Il sera impossible d'organiser les élections au plus tard décembre 2017, Dixit Corneille Nangaa. Vous, au niveau de l'ECID, vous êtes surpris de cette déclaration? Un peu surpris, oui. Mais vous savez, il y a un virus dans ce pays. Lequel? Le virus, je devrais nous puissions remonter d'abord vers les années 60. Kasavubu, minoritaire au Parlement, il désigne ou il nomme un gouvernement minoritaire. D'accord? Et Mobutu, il vient, il opère son coup d'État, il renverse Kasavubu et Kasavubu rentre dans son Bas-Congo natal. Et Mobutu, 32 ans de pouvoir, de dictature sans partage, et se fait balayer par Kabila, par l'AFDEL, l'avènement de l'AFDEL. Et aujourd'hui, Joseph Kabila, depuis 2001-2006, transition, parce qu'il fallait réunifier le pays. Exact. Et 2006, premières élections, il y gagne avec beaucoup de contestations, mais bon, il gagne quand même. 2011 également, avec beaucoup de contestations. Et voilà, en 2016, il fallait faire le passage civilisé de flambeau entre un président qui sort et un autre qui entre. Cela n'a pas eu lieu. Donc, vous voyez que nous sommes bien dans cette logique. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le virus. Alors, quand Corneille Nangaa fait ces déclarations, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que, évidemment, le Congo est dans cette logique-là. Ceux qui dirigent le pays n'ont pas, ils n'ont pas cet élan de vouloir passer la main à d'autres. Alors, Corneille Nangaa, quand il prend cette décision, mais évidemment, c'est un plan bien orchestré. C'est une stratégie mise en place par le laboratoire, parce que Corneille Nangaa, il faut qu'on se le dise, CENI, le I indépendante, n'est qu'un slogan. Mais en réalité, la CENI, c'est une institution qui est inféodée, qui Quand bien même qu'il y a les membres qui composent la CENI proviennent de toutes les composantes. MLC, tout le monde. Vous savez, ça, c'est juste une parure. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, le cosmétique. Selon vous, l'indépendance de la CENI, oui, comment on doit la sentir? L'indépendance de la CENI doit prendre des décisions, ok, qui sont approuvées par la réalité de la société. Cette réalité, c'est évidemment le désir pour les Congolais, le souhait pour les Congolais d'aller aux élections. D'accord. Okay. Alors, c'est aussi de cette façon que nous pouvons, nous, approuver l'indépendance de la CENI. Mais quand nous regardons, quand nous voyons ce qui se passe, ce que dit, par exemple, M. Corneille Nangaa, et ce que dit, par exemple, nos frères de la mouvance kabiliste, vous voyez que c'est vraiment en parfaite cohésion. Donc, vous comprenez? Donc, si je comprends bien, le jour où la CENI va prendre une décision qui sera cohérente avec la réalité, le souhait, disons, du peuple. Le souhait. Et qu'est-ce qui vous dit que... Bon, je reprends ma question. Donc, vous direz que la CENI sera indépendante le jour où elle va prendre une décision qui sera cohérente avec la décision du rassemblement? Non, pas du tout. Le rassemblement non plus n'est pas une sorte je dirais, d'homogénéité où les choses doivent se faire. Parce que vous dites que c'est vous qui incarnez le peuple, tout ça. Donc le jour où... L'incarnation des aspirations du peuple ne veut pas dire le dictat. D'accord? Il y a eu un accord, ok, qui mettait
le pays dans une sorte, je dirais, de préparation des élections. Donc, c'est-à-dire avant les élections, pendant les élections et après les élections. Exact. Alors, cet accord a été saboté, cet accord a été froissé. Nous allons y revenir. Aujourd'hui, la CENI, c'est elle qui détient toute la réalité technique pour l'organisation des élections. Si elle, l'organe technique, dit aujourd'hui qu'elle ne peut pas techniquement organiser les élections, en quoi ça dérange? C'est une fuite en avant. Quand la CENI dit que techniquement, elle ne peut pas organiser les élections, c'est évidemment une fuite en avant. La CENI, Corneille Nangaa, sait qu'aujourd'hui, le pays, bien que l'accord a été violé, la CENI dit qu'elle agit en rapport avec l'accord du 31 décembre, si vous voulez, l'accord de la Saint-Sylvestre. D'accord. Cet accord qui prévoit l'organisation des élections avant la fin de cette année, avant le 31 décembre 2017. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, M. Nangaa sait pertinemment que, avant de prendre une quelconque décision, il doit se mettre en face des autres partenaires qui sont engagés dans ce processus pour pouvoir arrêter une décision quelconque. Mais de manière personnelle, individuelle, il prend une décision pour envoyer sine die les élections. Donc ça prouve à suffisance que ceux qui dirigent ce pays, notamment lui, M. Nangaa, n'a aucune considération pour le peuple, n'a aucune considération pour les autres. Parce que quand on se met en partenariat, il faut tenir compte évidemment des avis et considérations de ceux avec qui on a conclu un accord. Mais malheureusement, c'est ce qui a toujours, si vous voulez, caractérisé notre mode de gestion ici. On ne respecte pas les textes. C'est vraiment l'anomie, ça veut dire le monde à l'envers. Donc c'est ce qui se passe chez nous. C'est véritablement l'anomie où on ne respecte pas les normes qui doivent conduire un État. Et donc on fait les choses, je dirais, vraiment comme si on était dans une jungle. Venons-en à la réalité. L'enrôlement devait prendre fin, les opérations d'enrôlement des électeurs devaient prendre fin au plus tard le 31 juillet, mais avec ce qui s'est passé dans le Kasaï, ça n'aura plus lieu le 31 juillet. Au niveau du Kasaï, l'enrôlement commence le 20 juillet, et puis après ça, il y a plusieurs étapes qu'il faut passer, entre autres la convocation, disons, il faudrait que les potentiels candidats puissent se présenter, déposer leur candidature, tout ça. Donc il y a plusieurs étapes avant les élections proprement dites. Mais sincèrement, Monsieur Henri Mutombo, est-ce que vous pensez que toutes ces étapes pourront être remplies avant le 31 décembre 2017? Mais Monsieur Alain Boma, on dit gouverner c'est prévoir. Alors, nous sommes... Vous parlez comme étant quelqu'un qui a de la bonne foi. Mais malheureusement, nous avons affaire à des gens qui n'ont pas la bonne foi. Mais démontrez-les. Mais oui, la preuve, elle est là. Aujourd'hui, l'instabilité dont on met en avant au Kasaï, les massacres, les tueries qu'il y a eu au Kasaï, vous savez, je partage cette douleur avec mes frères et sœurs de ce côté. Exact. Pas seulement parce que je suis kassaïen, mais c'est parce que je suis congolais compatriote. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont commis ces crimes, nous connaissons chez nous comment les choses fonctionnent. Vous ne serez pas étonné un jour d'apprendre que ces gens sont devenus ministres ou députés, je ne sais quoi. Parce que les gens sont toujours à la quête d'assistantes juridiques pour se mettre à l'abri, de leurs crimes. Vous comprenez? Alors, quand je vois ce qui se passe, cette instabilité, je me rappelle d'un livre qui a été publié par quelqu'un de très influent dans la mouvance kabyliste, notamment M. Bochab, qui avait publié entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Donc, vous voyez bien que c'était... Qu'est-ce qui dit que ce qui se passe aujourd'hui ne cadre pas avec ce qui a été écrit dans cet ouvrage-là? Donc, entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, nous révisons la Constitution. Le président Kabila reste. Si vous refusez, eh ben, nous allons tous y perdre et nous allons rentrer dans le chaos. C'est vrai que ce livre dit cela. Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, comprenez bien le concept, ça veut dire, donc, soit on revise la Constitution, si on ne revise pas la Constitution, il y aura le chaos. C'est ce que ça veut dire. L'inanition de la nation, c'est quoi? C'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est gratuit?
Est-ce que ça n'avait pas été préparé pour que nous puissions avoir la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui pour justifier évidemment ce que vous qualifiez ici des reports des élections? Voyez-vous? Alors, nous nous posons des questions. Parce que, comment voulez-vous qu'en 2006, je ne cesserai de le dire, je l'ai dit ici lors des précédentes prestations. Exact. Comment voulez-vous qu'en 2006, nous avions des élections sans problème? En 2011 également, nous avions eu des élections sans problème. Et en 2016-2017, on ne peut pas avoir les élections. Et on commence à mettre sur la table des problèmes techniques, des problèmes d'insécurité, ainsi de suite. C'est parce que le président Kabila n'est pas éligible. Quand il était éligible, il y avait des moyens pour pouvoir organiser des élections. Et puisque maintenant il ne l'est plus, la Constitution lui restreint ce droit. Et c'est pour cette raison qu'on nous amène dans la politique de la terre brûlée, dans la politique du pourrissement. On gagne du temps. Mobutu l'a fait, mais tous nous connaissons la fin. Je vous ai parlé ici de comment est-ce que Mobutu est arrivé au pouvoir, de comment est-ce que AFDL est arrivé, ainsi de suite. Alors il faut que nous fassions très attention. Tout ce que vous dites là, le passé des autres doit nous servir. Les autres les qualifient de procès d'intention, mais la réalité c'est autre chose. Le procès d'intention, quand nous demandions le dialogue au lendemain des élections chaotiques de 2011, on avait... Au lieu de dialogue, on nous avait amené dans une sorte de concertation dont on connaît la suite et le résultat. On disait que on est en train de nous amener vers une présidence à vie pour M. Kabila. On nous disait que c'était un procès d'intention. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on l'a dit que le président Kabila était président. Nous l'avions prédit. Nulle part il dit qu'il va se représenter. Nulle part il est dit qu'il va se représenter, mais aussi longtemps que nous n'avons pas d'élection. Qui dirige le pays? Est-ce que vous savez, un bon leader, un bon chef, c'est celui qui prépare sa succession. Un bon chef, un bon leader, c'est celui-là qui prépare sa succession dans la paix, comme nous le voyons dans d'autres pays. On l'a vu au Bénin, on l'a vu au Nigeria, on l'a vu en France et on l'a vu aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. On ne peut plus jamais rien cacher aux Congolais. Inexorablement, on ne peut rien cacher aux Congolais. Les Congolais voient ce qui se passe ailleurs et ils ont besoin également que ceux que eux vivent, ceux qui vivent ailleurs, ils veulent expérimenter cela ici chez nous. Parce que, vous savez, le fait qu'il n'y ait pas d'élection, le pays est pris en otage. Il y a des capitaux qui traînent à l'extérieur, qui doivent venir grâce à la stabilité des institutions congolaises. Mais aussi longtemps que cette stabilité ne vient toujours pas, les vrais investisseurs ne viendront pas ici, là où il y a des bruits de bottes, là où il y a cette instabilité. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas brimer, on ne peut pas remettre en cause l'avenir de tout un peuple, de toute la jeunesse congolaise. Papa, vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas remettre en cause l'avenir de toute cette jeunesse parce qu'il y a un groupe de gens qui se battent, qui développent le réflexe de survie pour pouvoir se maintenir, se composer. Ces groupes de gens-là ont déjà mis en place leur centrale électorale. Vous, jusque-là, vous n'avez pas encore mis en place. Et ça démontre, eux, ils sont en train de se préparer, vous non? Qui vous a dit que nous ne nous préparons pas? Vous voulez que tout soit communiqué, qu'on ait des objets de communication à grande échelle pour que vous certifiez évidemment que nous sommes en train de nous préparer. Nous nous préparons également pour les élections. Vous avez entendu, Fayoulou a été le premier avant la création du Rassemblement. Il a été le premier à dire qu'il sera candidat président. Moïse Katumbi, quand il a quitté le bateau qui chavire de la mouvance kabiliste, il s'est déclaré candidat président de la République. Et c'est ça, préparer les élections, c'est déclarer candidat. Mais oui, mais évidemment, quand on se déclare candidat, mais il faut qu'on se prépare. Aujourd'hui, quand vous voulez aller épouser une femme, vous vous préparez en conséquence pour que tout ce qu'on vous demandera dans la belle famille soit mis à disposition pour qu'évidemment vous puissiez prendre votre femme. Donc, quand les gens se déclarent candidats, ça veut dire que d'une part, ils sont en train de se préparer et d'autre part, ils voudront bien gagner ces élections-là. Au niveau du dialogue de la Cité de l'Union africaine, il y avait un plan bien détaillé qui reprenait toutes les étapes avant l'organisation des élections en avril 2018. Mais est-ce qu'au niveau du centre interdiocésain, du dialogue du centre interdiocésain, sur base de quoi la date du 31 décembre 2017 était fixée? Mais c'était sur base des expériences du passé. Je ne dis pas exactement que c'était ça, mais c'était aussi parce que il faut qu'il y ait jurisprudence.
Donc c'était sur base des expériences passées. En 2006, c'est vrai que je n'étais pas encore ici, j'étais à l'étranger, mais les élections ont été organisées en un temps record. En 2011 également. D'accord. Alors, mais on connaît les résultats. Mais évidemment. Des élections contestées, il y a eu des morts, tout ça. Mais qui ont organisé, qui ont orchestré tous ces désordres-là? Les commanditaires de ces désordres sont connus. D'accord. Alors, donc, la date du 31 décembre a été fixée de commun accord avec toutes les forces en présence, j'allais dire. Il y avait les représentants de la mouvance kabiliste, il y avait le rassemblement, il y avait ce que vous appelez l'opposition signataire, il y avait la société civile. Donc tous, ils étaient d'accord qu'à la date du 31 décembre, la centrale électorale serait en mesure de pouvoir organiser des élections pour permettre aux Congolais d'élire des nouveaux animateurs des institutions de la République. Voyez-vous? Alors aujourd'hui, malheureusement, comme il n'y a pas la volonté politique, la bonne foi de pouvoir passer la main, c'est ce qui justifie tous ces reports. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça cadre avec la volonté de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Parce que, vous savez, quand un gouvernement s'installe, on est en Afrique, on sait comment ça se passe, il y a des promesses, il y a des engagements que l'on prend avec des gens dans le monde, eh ben, on tient à respecter ces engagements-là. Et quand on a un standing, on vit à la mamelle du trésor public, on a un standing à conserver. Et voilà, c'est toute cette agitation que les gens sont en train de faire dans le Selon vous, pour qu'on aille vite aux élections-là, quelle est l'étape qu'on doit élaguer? Vous m'aviez coupé la parole. Oui. J'avais dit que les gens sont en train de vouloir se cramponner au pouvoir par rapport aux engagements pris dans le monde et aussi par rapport à leur propre standing, à leur propre vie à eux, parce qu'ils vivent à la mamelle du trésor public. Pour pouvoir, je réponds à la question, pour pouvoir aller vite, il faut respecter l'accord du 31 décembre, bien qu'il a été violé. Eh ben, il faut respecter cet accord, il faut revenir à l'accord. Le temps qui reste peut être mis revenir à l'accord, c'est-à-dire? Parce que l'accord a été violé. Ok, donc revenir à l'accord voudrait dire respecter toutes les prérogatives, qui ont été. Monsieur Mboma, je crois que revenir à l'accord, nommer un autre Premier ministre, Félix Tshisekedi par exemple. Parce que c'est lui qui était souhaité. Il n'a jamais été question seul. Ça, c'est vous qui le dites et c'est l'opinion. Si la population, tout le monde le sait. Si la population avait souhaité que ça soit Félix, qui suis-je moi pour contredire les avis et considérations ou les aspirations du peuple? Nous travaillons pour le peuple. On ne fait que ce que le peuple demande. Donc ça veut dire qu'il faut revenir à l'accord. Il faut respecter l'accord. C'est-à-dire quoi exactement? Ceux qui dirigent le pays savent ce que l'accord dit. L'accord dit, ok, que l'accord disait, ou il dit, parce qu'il existe encore, que le rassemblement présente le Premier ministre. Voilà. L'accord parle du président du Conseil des sages. Le président du Conseil du Conseil national des suivis de l'accord, qui doit être le président du Conseil des sages. Voilà, qui doit être le président du Conseil des sages du rassemblement. Le vrai, d'accord, le vrai. C'est un autre débat là aussi. Nous allons y revenir. Continuons. C'est ça, revenir à l'accord. Ça veut dire aussi que ne pas organiser le référendum avant, pendant et après les élections. D'accord. Pas de troisième mandat au président Kabila. Voyez-vous. Donc, ce sont ces quelques détails que je peux donner par rapport à l'accord pour que nous puissions exactement aller rapidement aux élections parce que cela est possible. Voilà, prenons le cas de la nomination d'un Premier ministre qui sera issu du rassemblement vrai, entre guillemets. Nous sommes au mois de juillet. Une fois ce nouveau Premier ministre nommé, il doit attendre son installation, son investiture à l'Assemblée nationale. Là, on doit attendre le mois de septembre. Monsieur Mboma, on sera toujours en retard. Mais qui ont causé ce retard? Vous savez, nous sommes évidemment dans cette logique-là. Si on a l'amour de la patrie, on va faire les choses pour pouvoir pérenniser la paix, pour pouvoir pérenniser les bonnes consciences, pour pouvoir pérenniser les valeurs.
Mais ici, j'ai parlé tout à l'heure de l'anomie, donc dans un contexte de renversement de valeurs, où les gens prennent les antivaleurs comme exemple ou comme référence pour diriger la nation, tout simplement dans le but de pouvoir se pérenniser au pouvoir. C'est ça. Si cet accord avait été respecté tel que nous nous étions convenus depuis la Cinco, je crois qu'aujourd'hui on avance. Je crois qu'aujourd'hui nous n'aurions pas assisté à tous les crimes que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il faut dire une chose ici, c'est que la population n'a plus confiance en ses dirigeants. Il y a une rupture de confiance entre les dirigeants et le peuple. Voyez-vous? Et c'est pour cette raison que vous voyez tout ce désordre que nous vivons, que nous connaissons aujourd'hui dans le pays. Donc, il était question de respecter cet accord-là, et aujourd'hui, on avancerait. Alors, nous avions eu affaire à des gens qui ont regardé à leur ventre, qui ont regardé à leurs propres intérêts, au lieu de regarder à l'intérêt supérieur de la nation qu'ils prétendent défendre. C'est ça, tout simplement, le problème. Aujourd'hui, parce que vous dites que si on avait mis en application l'accord du 31 décembre, on n'aurait pas arrivé là. Aujourd'hui, la faute incombe à qui, si cet accord, selon vous, n'a pas été mis en application? La faute incombe à la mouvance kabiliste, d'abord, et à ceux qui ont accepté de se faire corrompre, à torpiller l'accord. Donc la faute incombe à ces gens-là. Sur base de quoi? Parce qu'une fois là, vous avez parlé de vrai rassemblement. Sur base de quoi vous dites que ce rassemblement est vrai et l'autre est faux? Monsieur Mboma, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux que les signataires de l'acte d'engagement de Genval sont connus. Et ce n'est pas les individus. Ceux qui signaient l'acte d'engagement de Genval, ce n'étaient pas des individus, c'était des formes. Alors aujourd'hui, quand les gens quittent leur plateforme, ils vont se prévaloir de quelques compétences, je dirais, ambiguës, pour dire qu'eux également, ils ont ce pouvoir de faire ce qu'ils font. Évidemment, ça se voit bien que ils ont fait tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y avait des promesses de vouloir accompagner les gens dans une vision. Vous savez, je vais vous dire une chose. Allez-y. Quand vous avez une vision, aujourd'hui, Henri Mutombo, j'ai une vision, je travaille dans une plateforme, dans un parti politique qui est membre d'une plateforme, notamment de deux plateformes, Dynamique de l'opposition et le Rassemblement, même trois, et aussi les FAC, nous avons une vision. Et vous également, admettons que vous êtes aussi politicien. Non, pas moi. Heureusement que vous, je dis admettons. Aujourd'hui, vous avez également votre vision à vous. Quand vous me soudoyez, malheureusement que ça ne pourra jamais arriver. Mais c'est un exemple. Mais quand vous me soudoyez pour venir travailler avec vous, pas de manière correcte, ça veut dire que j'abandonne ma vision à moi pour vous accompagner dans votre vision. C'est ce que ça veut dire le débauchage. Donc aujourd'hui, c'est le débauchage qui a conduit le pays dans la situation dans laquelle nous sommes, la corruption que nous décrions dans ce pays, qui a conduit le pays dans la situation actuelle. Alors, quand je parle du vrai rassemblement, on n'a qu'à voir ce qui se passe, ceux qui ont l'approbation du peuple congolais, vous les connaissez, et j'ai même appris dernièrement qu'il y a un monsieur qui a prétendu être président du conseil de sages, qui a été hué par son QG, par sa base politique, si seulement il en a une. Donc vous voyez bien que même les Congolais, on ne peut pas les tromper. C'est ce que j'ai dit au début ici, que les Congolais voient ce qui se passe ailleurs. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez refusé de donner 3 noms au chef de l'État pour 3 propositions des premiers ministres? Monsieur Alain Mboma, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez eu du mal à vous mettre ensemble, à laver vos linges en famille au sein du rassemblement, qu'on a eu ces retards, qu'on a eu tout ça? Monsieur Alain Mboma, vous savez... Vous êtes clean. Vous savez, monsieur Alain Mboma... Vous n'avez rien à vous reprocher, vous, du rassemblement. Monsieur Alain Mboma, vous savez, quand on a une ambition nationale, je ne parle pas d'ambition personnelle, quand on a une ambition nationale, quand on poursuit véritablement l'amélioration des conditions de vie des citoyens, quand on veut que
qu'on veut que les standards établis en termes de valeurs qui puissent conduire la destinée d'un État, on se refuse certaines attitudes, certains comportements, même si ses propres intérêts sont remis en cause. C'est ça. Vous allez voir, quand je parle de victoire de peuple et non des personnes, voyez-vous, Lumumba, sa victoire était la victoire du peuple. Vous comprenez? Mandela, sa victoire était la victoire du peuple. Il avait refusé tous les avantages qu'on lui proposait, mais il voulait ceux du peuple. Et c'est ça, dans notre pays, qui fait problème, qui pose problème. Le déficit, au fait, en termes de patriotisme, c'est ça qui fait que les gens puissent se cramponner à leurs propres intérêts et non ceux de la population. Donc, aujourd'hui, si nous en sommes là, pour répondre à votre question, c'est parce que les gens mettent en avant leurs propres intérêts et non au détriment des intérêts populaires. Voilà. Impossibilité d'organiser pour la CENI d'organiser les élections au plus tard le 31 décembre. Que faire? Piste de solution. Revenir à l'accord, mais si on revient à l'accord, selon vous, qui a été violé, on doit nommer un nouveau Premier ministre, ça va prendre du temps. Ça démontre que c'est impossible. Il y a Félix Tshisekedi qui propose même, qui est même président du Rassemblement, la plateforme dont les CID fait partie. Il propose une transition de 6 mois. Au cas où il n'y a pas d'élection. Au cas où il n'y a pas d'élection sans le chef de l'État. Oui, ben je respecte son point de vue. Je voudrais éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? Écoutez, j'ai dit ici... Vous respectez, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai dit, non, le problème n'est pas d'être d'accord. Le problème, c'est de respecter le point de vue. Félix Tshisekedi dit, j'ose espérer qu'il l'a dit en tant que Félix. C'est un point de vue qui l'engage lui. Il n'a pas dit que c'était le point de vue du Rassemblement. Faudra-t-il encore que cela soit débattu au sein de la plateforme, notamment par les membres du Conseil des sages du Rassemblement. Ce qu'il a dit, c'est sa proposition à lui. D'accord? Maintenant, je crois que cela sera soumis dans le groupe pour qu'on puisse évaluer, qu'on puisse analyser pour voir dans quelle mesure est que cela peut être présenté à la population. Avant que ça s'efface au niveau du Rassemblement, vous êtes politique, vous êtes intellectuel, essayons d'analyser. Est-ce que c'est réaliste cette proposition? Mais l'accord donne une année, ok, aux institutions actuelles de gouverner. L'accord ne donne qu'une année, ok, puisque le mandat du président actuel a pris fin le 19 décembre 2016. Exact. Alors, il avait fallu que la classe politique et la société civile se mettent en place pour pouvoir, évidemment, discuter sur comment est-ce que nous allons passer cette période de vide juridique. Une solution a été trouvée. Mais malheureusement, cette solution a été sapée. Il y a eu un foutage de gueule, donc on a botté en touche tout ce qui a été retenu ou tout ce qui a été conclu avec la classe politique. Alors, aujourd'hui, le 31 décembre, s'il n'y a pas élection, Félix Tshisekedi a fait une proposition, et va falloir que cette proposition soit discutée. Discute-nous, analysons. Est-ce que c'est réaliste? Moi, je ne suis... Non, écoutez, ici... Parce qu'il n'est pas le seul, il y a plusieurs. On commence par lui et puis on va prendre Liberté de Germain Kambinga, il y a aussi Congo Positif. Il faut faire attention, il y a des gens qui veulent faire le buzz. Donc parlons des choses sérieuses. Il y a des gens qui émettent leur point de vue à la place publique juste pour faire le buzz, alors que ceux qu'ils disent ne tiennent pas la route, ne tiennent pas debout. Il y a des noms que vous venez de citer, on sait comment ces gens ont parlé au nom du peuple et par où ils sont passés. Donc alors, parlons des choses sérieuses ici. Moi, je voudrais parler de Congolais qui nous regardent, qui ont besoin de l'emploi, qui ont besoin de manger. Vous savez que même manger aujourd'hui devient un problème. Les gens ont besoin que ce pays puisse se stabiliser. Monsieur Mboma, la RDC a la vocation du leadership dans la région et dans la sous-région. Exact. Alors, cette responsabilité incombe à chaque Congolais. Nous sommes 80 millions de manière estimatoire. Nous sommes 80 millions d'âmes. Alors, cette responsabilité incombe à chaque Congolais de faire de telle enseigne que cette vocation soit matérialisée. Alors, nous n'avons plus besoin, aujourd'hui dans notre pays, avoir affaire à des gens
qui nous perdent du temps, à des gens qui ramènent le pays en arrière. Vous savez que le Congo a touché le bas-fond, chers messieurs. Le Congo a touché le bas-fond. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, la RDC? Un Congolais, il représente quoi face à d'autres peuples du monde? La risée du monde. Nous ne sommes plus rien. On a affaire à des dirigeants qui n'ont pas intégré cette vision que je viens de vous dire. La RDC, leader d'Afrique et leader dans la sous-région. Nous avons 9 frontières autour de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore une influence vis-à-vis de peuples voisins? Pas du tout. C'est parce qu'on a affaire à des dirigeants qui n'ont pas intégré cette responsabilité que nous avons. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait élection. Avant la fin de cette année, il faut qu'il y ait élection. Au cas où il n'y a pas élection. Moi, je crois qu'il y aura élection. L'organe technique dit que ce sera impossible. On va faire la pression. Nous irons en conclave. Nous irons en conclave du 21 au 22. Il y aura des résolutions qui seront... C'est le rassemblement. C'est le rassemblement qui porte les aspirations du peuple. Je vous le répète encore. Donc, nous irons en conclave du 21 au 22 de ce mois-ci. Nous donnerons des grandes lignes, des activités pacifiques à mener pour contraindre la CENI à revenir à la raison. Parce que là, franchement, ils ont pété un peu de la folie. Donc, il n'y a pas de proposition. Donc, vous, c'est le 31 ou rien. Mais le 31 ou rien, évidemment. Le 31 ou rien, il faut qu'il y ait élection. Mais c'est la même chose. Vous disiez ça à l'époque, le 19 décembre ou rien. Mais finalement, il y a même des gens qui sont morts parce qu'ils avaient suivi le mode d'ordre du rassemblement. Aujourd'hui, ce sont des morts pour rien. Monsieur Mboma, les gens qui meurent pour la République, ils ne meurent jamais pour rien. Le pays a une marche. OK, de sa création et jusqu'à son apogée. OK? Alors, tous ceux qui payent le prix, le lourd tribut pour la République, c'est pas pour rien. Évidemment, c'est ceux qui pensent que pour se maintenir au pouvoir, il faut faire couler le sang, innocemment. C'est par rapport à eux que ça ne représente rien. Mais pour nous, moi je suis démocrate républicain, ça une valeur morale incommensurable. Et il m'arrive chaque fois de penser à ça et de me fondre en larmes. Vous savez que moi-même, à plusieurs reprises dans la rue, j'ai toujours failli laisser ma peau. Le 19 septembre, quand, je le dis encore ici, quand on avait tiré sur Martin Fayulu, j'étais le seul qui était à ses côtés. Et c'est parce que je l'avais bousculé que cette balle l'avait touché à la tête, sinon ça lui aurait crevé l'œil. Donc, plusieurs fois, le 19 janvier 2015, j'ai failli laisser ma peau, le 19 septembre, et plusieurs fois également. Donc, c'est pas pour rien que les gens versent le sang. C'est pour que, évidemment, le pays puisse aller de l'avant. Mais nous ne voulons pas que le pays aille de l'avant en sacrifiant nos frères et sœurs. Parce que ceux qui meurent, qui sait, peut-être ça serait des bons présidents. Qui sait, peut-être que ça serait de meilleurs députés que nous n'avons jamais eu. Qui sait, peut-être que ça serait des bons premiers ministres. Qui sait, peut-être que ça serait de meilleurs ministres que le Congo n'a jamais connus. Voyez-vous? Alors nous voulons que la sagesse, les valeurs, nous voulons que la conscience nationale, nous voulons que, évidemment, la bonne foi puisse se mettre sur la table de la gestion. Moi, je retiens pour le rassemblement et les idées des rassemblements. Même la proposition de Félix Tshisekedi n'a pas raison d'être, c'est le 31 décembre ou rien. Je vous ai dit, il ne faudra pas que nous puissions pérorer ici. Je vous ai dit que ce que le président Félix a dit, c'est son ça n'engage que lui. Ça l'engage, évidemment. Et ça n'engage pas les rassemblements. Pour les rassemblements, coûte qu'écoute les élections, au plus tard le 31 décembre. S'il faut que le rassemblement en discute, on n'empêchera pas l'analyse de ce point de vue-là. C'est ce que j'ai dit. Parce que aujourd'hui, je suis du rassemblement de l'ECD, de la dynamique de l'opposition, mais j'ai aussi un point de vue que je peux émettre qui n'engage pas la plateforme ou le parti. Voilà. Vous tenez aux élections plus tard le 31 décembre, mais déjà, au niveau de votre plateforme, il y a Moïse Katumbi Tchapoué, qui est déjà candidat, qui s'est déclaré candidat. Il y a Félix Tshisekedi, dont le parti va présenter comme candidat. Il y a Martin Fayulu aussi au niveau de l'ECD.
Comment ça va se passer? Oui, mais le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Le rassemblement, c'est une plateforme qui était mise en place pour obtenir l'alternance. D'accord? Eh bien, cette alternance doit passer par les élections. Cette alternance doit passer par les élections, évidemment. Et comment vous allez, les trois candidats, qui va laisser la place à l'autre? Les ambitions, on ne peut pas non plus étouffer les ambitions des uns des autres. Les gens se sont manifestés. Fayulu a été le premier. Il a même proposé, si c'était possible, d'organiser une primaire au sein de l'opposition pour voir qui incarne les valeurs, les compétences, pour pouvoir faire face à cette alternative. Alors, il y a Moïse Katumbi qui l'a emboîté les pas. Il y a aujourd'hui Félix Tshisekedi également, dont le parti a proposé sa candidature. Au moment venu, on verra qui le rassemblement pourra obtenir, si seulement le rassemblement pourra se transformer en plateforme électorale. Donc, pour l'instant, il ne faut pas qu'on ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, il ne faut pas qu'on s'en prenne aux gens qui expriment librement leurs ambitions. Parce qu'au fait, vous venez de le dire là, vous aspirez, c'est vous qui aspirez... c'est nous qui portons l'aspiration du peuple. Oui. Mais déjà... C'est incontestable, hein? 3 ou 4 candidats, déjà, ça dérange, non? Mais est-ce que vous saurez être réunis? Qui va laisser la place à l'autre? Oui, mais bon, malheureusement, ici, nous n'avons pas le système de primaire comme dans le pays beaucoup plus développé. On voit ça en France, on voit chez les socialistes, chez les républicains, que ce soit les démocrates ou les républicains aux États-Unis. Donc, on n'a pas ce système de primaire, mais les ambitions se sont exprimées. Nous les acceptons au moment convenu. Les gens vont se mettre autour d'une table pour que nous n'allions pas en ordre dispersé, parce que c'est important que nous puissions aller tous, je dirais, à l'unanimité vers les élections. $1 américain, c'est déjà plus de 1500 francs. Vous êtes économiste, on va où? Une fois de plus, c'est l'œuvre, si vous voulez bien, de la corruption et de la mégestion de la République. Vous savez, quand on dirige un État, il faut voir comment discuter, savoir, avoir l'influence, les compétences et le charisme pour discuter, obtenir le meilleur de bénéfices pour sa population. Aujourd'hui, ce que nous connaissons, ce que je veux dire, c'est pas de manière exhaustive, mais c'est l'une des faiblesses. Exact. C'est une aberration de donner une trêve fiscale. On a signé des accords avec des investisseurs en abandonnant la souveraineté fiscale du Congo. On signe les contrats ou les partenariats avec les investisseurs. On leur donne 5 ans de trêve fiscale. Et quand la trêve, quand ce moment finit, mais il faut faire le suivi, il faut rappeler aux investisseurs que le 5 ans que nous avions accordé est fini maintenant. Va falloir que vous payiez les taxes normalement. Mais on ne l'a pas fait. On a attendu... Là, c'est plus dans quel secteur, la mine? Mais oui, mais le Congo tire essentiellement son budget dans le secteur minier. D'accord? Alors, comment voulez-vous qu'à l'époque de Mobutu, je ne veux pas l'encenser, mais c'est un exemple. Comment voulez-vous qu'à l'époque de Mobutu, on était à 475 000 importations, 475 000 tonnes d'importation de matières premières, de cuivre notamment. L'an. Le pays tirait des bénéfices importants pour le budget de l'État. Et aujourd'hui, on est à 1 million. À l'époque, il n'y avait que GECAMINE ou je crois 3 ou 4 sociétés minières. Mais aujourd'hui, on est à plus de 200. 200 plus de 200. On importe plus d'1 million de tonnes ou 1 million de tonnes. Mais on n'arrive pas à avoir un budget conséquent, consistant pour le pays. Tout ça, c'est parce que aussi, on n'a pas rappelé à temps les opérateurs économiques. Comme que 40% évidemment de ces importations doivent revenir, donc 40% de devises doivent revenir pour permettre à ce que l'économie soit forte et que notre monnaie soit forte également. Matata, lui non plus, je ne l'encense pas parce que c'est parmi les médiocres premiers ministres que nous avons connus. Lui, au moins, il avait verrouillé la Banque centrale. OK? Mais aujourd'hui,
toutes ces personnes qui sont sorties des différents cabinets ministériels, à qui on a donné des centaines et des centaines, des milliers de francs congolais, de véhicules de francs congolais, et qui vont sur le marché chercher les devises, qu'il n'y a pas suffisamment, eh ben, on joue un peu à ce qu'on dit que le plus fort gagne. Donc moi je viens avec un taux, puisque j'ai besoin de dollars, j'ai plein de francs, je propose sur le marché un taux qui sera alléchant pour que les gens puissent amener leurs devises qu'ils ont, de sorte que je puisse m'en procurer. Donc on est un peu dans cette logique-là. L'incompétence, la non-préparation, l'ambition qui manque. Parce que quand on a l'ambition, quand on a un standard qui est mis en place, évidemment, on va éviter d'emmener le pays dans l'obscurantisme. On va éviter d'emmener le pays dans le chaos. Et la solution, c'est quoi concrètement? Je suis en face d'un économiste. La solution, c'est le renouvellement des institutions. Parce qu'en ce moment-ci, je vous dis, quels que soient les efforts que vous pourriez mener... FMI, faire recours au Fonds monétaire international, non. Ça ne vaut pas la peine. Lutter efficacement contre la corruption. Mais parlant de la corruption, merci beaucoup de me donner la parole. Non, la solution, quelle est la solution? La solution. Parce que ça va, la population est étouffée. La solution, il faut organiser les élections, monsieur Mboma. Et une fois les élections organisées, tout redeviendra comme parce qu'il y aura la par baguette magique. Non, pas par baguette magique. Il y a un travail à faire. Nous devons nous sacrifier, nous devons nous priver. J'ai toujours dit que la politique, c'est pas un moyen pour les gens de s'enrichir, mais la politique, c'est pour donner de la prospérité au pays et améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est ça le bien fondé de l'action politique. Alors, j'étais en train de dire ceci par rapport à la corruption. Nous mettons sur pied, avec des amis, une plateforme qui va lutter contre la corruption en milieu scolaire, secondaire et académique. Parce que nous nous sommes dit ceci. Ceux qui dirigent le pays aujourd'hui partiront. Ils ne sont pas éternels, heureusement. Alors, si vous regardez dans le milieu scolaire, secondaire et académique, la corruption bat déjà son plein. Exact. Alors, il faut que nous disions à nos enfants que la corruption a des fléaux destructeurs. Il faut que nous fassions attention. Il ne faut pas que nous demeurions dans cet environnement corruptible. Il faut qu'on change. Il faut que nous ayons des compétences. Parce que les conséquences sont celles-ci. Vous ne vous formez pas convenablement. Vous voulez avoir du travail. Vous voulez que le pays change. Et évidemment, moi j'ai la foi. Je crois en l'avenir du Congo. Je crois en l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Mais si aujourd'hui nous parvenons à instaurer un système normal, parce que nous sommes dans un système de folie, si nous parvenons à instaurer un système normal de la gestion de la chose publique, les investisseurs, les meilleurs viendront. Les capitaux importants viendront. Et alors, quand ces gens vont venir et que sur place, ils ne trouvent pas des personnes compétentes, ils seront obligés d'aller chercher la main-d'œuvre ailleurs, dans les pays étrangers. D'accord? Vous allez résoudre le problème de création de masse d'emplois, mais vous n'allez pas résoudre le problème des compétences. Alors, c'est pour cette raison que nous voulons demander, nous voulons sensibiliser notre jeunesse pour pouvoir se former convenablement en mettant de côté la corruption, parce que la corruption vous réduit l'effort de pouvoir apprendre normalement. Parce que vous savez qu'avec un $20, avec un $50, vous aurez des points, vous aurez un diplôme, mais sans compétences. Vous comprenez? Donc le but pour lequel nous nous mettons ensemble avec les amis, la plateforme s'appelle Pour Construire. Je reviendrai sur votre plateau ici pour vous en parler, pour dire comment est-ce que nous allons agir. Mais l'idée, elle est là. Tous ceux qui pensent que l'idée est meilleure, ils peuvent me contacter par Facebook, Henri Mutombo ou Twitter, et on pourra se mettre ensemble pour pouvoir travailler. Alors, on est déjà à la fin? C'est votre dernier mot? Ça va être mon dernier mot, ce que je vais dire. Oui. Voilà. Je tiens à remercier les Congolais de la lutte qu'ils mènent pour pouvoir amener ce pays vers un avenir meilleur. Je tiens à remercier tous nos compatriotes de l'Est notamment, qui ont lutté pour que véritablement qu'il n'y ait pas la balkanisation dans notre pays. Parce qu'ils ont payé de leur prix.
ils ont payé le lourd tribut pour pouvoir sauvegarder l'intégrité territoriale. En tout cas, je tiens à les féliciter et je demande aux Congolais de s'enrôler massivement. Je demande aux Congolais que nous mettions la pression au gouvernement et à la CENI d'organiser les élections cette année, parce que l'organisation des élections est une meilleure chose, car notre avenir en dépend. Et je demande aussi à la jeunesse de notre pays de ne pas vouloir copier les habitudes de nos aînés, que ce soit dans l'opposition ou dans le gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des antivaleurs. Nous ne pouvons pas nous servir de ces personnes comme référence. Nous ne pouvons pas nous servir de ces personnes comme modèle. Nous devons voir au-devant de nous, parce qu'il y a des bels exemples au-devant, il y a des beaux, il y a des meilleurs exemples au-devant de nous. Il faut que nous copions ces exemples-là pour que le lendemain soit beaucoup plus meilleur que la souffrance que nous endurons aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, M. Henri Mutombo. Je vous remercie, M. d'avoir répondu à notre invitation, bien que c'était à la... On vous a pris manu militari. Mais vous savez, quand il s'agit de parler Congo, quelle que soit l'heure, quelles que soient les conditions, je ne peux pas hésiter, parce que le Congo, je le sens comme j'aime ma femme, je le sens comme j'aime mes enfants, je le sens comme j'aime mes frères et sœurs. Donc pour le Congo, il n'y a rien qui peut me retenir, et pour mon peuple, il n'y a rien qui peut me retenir, et je combattrai toujours pour que le meilleur soit de notre camp. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci et à la prochaine occasion. Au revoir.